Rebonjour tout le monde et re-bienvenue sur le plateau de On a marché sur la bulle. Alors j'ai l'immense plaisir à présent d'accueillir Cyril Pedrosa. Cyril Pedrosa, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très très bien. Ça Salut marche très bien. Cyril. Salut, ça va? Bien et toi? Ouais, super. Enfin déconfiné, tout va bien? Oui, enfin. Oui, oui, non, ça va. Moi, j'ai plutôt vécu la période dans des bonnes conditions. J'ai eu beaucoup de chance, donc ça va. Ouais. Ok. Toi, pareil? Et ben moi pareil, là, nouvelle expérience avec ce nouveau pas dans ma carrière de intervieweur à la télévision. Ça fait un peu peur, mais ça va bien se passer. Du coup, déjà, je suis vraiment ravi de pouvoir te parler, même si c'est pas vraiment les conditions qu'on avait espérées au départ. Ça manque un petit peu de bière et surtout d'exposition, tout ça. Pour remettre dans le contexte, on devait, dans le cadre du festival, faire une rétrospective autour de ton œuvre, une pédrospective en quelque sorte, sur ton travail avec une magnifique exposition pleine de surprises, mais ce sera pour l'année prochaine. Du coup, juste avant de commencer, j'en profite pour faire plein de bécos virtuels à mes camarades avec qui je devais monter l'exposition. Et je suis sûr qu'ils auraient été ravis d'être avec nous là, et qu'ils sont un peu jaloux que je sois à leur place. Du coup, gros bisous à Mélanie, Axel, Didier et Patrice. Alors, en ce qui concerne l'interview, ce que je te propose de faire, c'est de revenir un petit peu sur ton parcours, Mhm. afin de donner envie aux gens de visiter l'exposition de l'année prochaine, mais aussi de découvrir tes œuvres. Moi, je tiens tout d'abord à dire que moi, j'adore énormément ce que tu fais. T'es vraiment un auteur que bon, je suis depuis très très longtemps, depuis 3 ans pour ma part. Et vraiment, c'est un honneur de t'interviewer. Donc merci, merci pour C'est ce un plaisir moment. partagé. Comme dirait Valérie Trierweiler, merci pour ce moment. Alors du coup, toi, tu as commencé ta carrière en tant qu'intervalliste ou animator quai, comme on dit. Alors c'est quoi un intervalliste ou un animator quai? Donc pour Disney, je C'est des précise. choses différentes. Mais intervalliste, c'est vraiment l'ouvrier spécialisé du monde de l'animation. C'est le plus bas échelon dans l'animation. C'est comme ça que j'ai commencé. Et l'intervalliste, c'est celui qui fait entre deux dessins essentiels dans un mouvement d'animation, qui fait les petits dessins intermédiaires. Celui qui Quand tu manque. fais un mouvement d'amorti, tu vois, je sais pas, quelque chose de très ralenti, tous les petits dessins très serrés que tu dois faire, c'est l'intervalliste qui fait ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé dans l'animation. D'accord, ok. Alors tu vas faire tes premiers pas dans la bande dessinée avec David Chauvel, qui va écrire pour toi entre 98 et 2006. T'hésites pas à m'arrêter si je dis des bêtises, hein. Ouais, pour l'instant, c'est tout, c'est Pour tout l'instant, vrai. ça va? Ok. Ouais, Je vais ouais. essayer de rester sur la même ligne du coup. Avec la série Ring Circus que tu dessines et que tu mets en couleur, une série en 4 tomes qui raconte les aventures de Gérold, c'est ça, je me trompe pas? Ouais, Et exactement. qui se fait engager par un cirque après être tombé amoureux de l'écuyère blanche, suivi des aventures spatio-temporelles de Shaolin Musaka, une série qui était complètement déjantée en 3 volumes, où on va suivre une détrousseuse de cadavres qui est à la fois empoisonneuse et empoisonnée. Je vous laisserai découvrir l'album pour comprendre ce que je dis. Et un maître en arts martiaux, et tout ça au pays des cow-boys et des guerriers Maasai. Tu regardes quel souvenir de cette époque-là? J'en garde un souvenir d'abord globalement de tout le travail avec David. Moi, c'est vraiment grâce à lui et avec lui que j'ai appris à faire de la bande dessinée, vraiment. Euh, j'ai pas fait de formation en bande dessinée, donc j'ai vraiment appris sur le tas en faisant des livres et avec David. Et grâce à lui beaucoup parce qu'il était plus aguerri que moi. Et après, de Shaolin Musaka, en fait, je suis pas sûr que ce soit des livres qui resteront dans l'histoire de l'humanité et de l'histoire de la bande dessinée, mais pour moi, c'était l'apprentissage en fait d'un vrai lâcher prise en fait. Et bizarrement, ça m'a permis de faire des livres qui, en fait, on peut avoir maintenant, mais qui m'ont permis, ouais, en fait, de m'éloigner de tics, d'habitudes que j'avais prises un peu dans les premiers albums que j'avais faits pour essayer, en fait, des nouvelles choses. Voilà. Donc, un moment d'expérience, en fait. Ok. Et ensuite, un petit bond en avant dans le temps, en 2006, avec ton premier one-shot, donc Les Cœurs Solitaires, que j'ai ici. Tac, je vous montre. Les Cœurs Solitaires, ton premier livre en solo, du coup, où tu racontes l'histoire de Jean-Paul, un type assez banal qui décide sur un coup de tête de partir en croisière pour se réapproprier sa vie en quelque sorte et surtout échapper ou s'affranchir, je sais pas quel terme choisir, tu nous diras, d'une mère qui est très très présente. Donc du coup, c'est le premier bouquin où tu abordes un peu la solitude, quelque chose qui reviendra, enfin un thème qui reviendra assez souvent dans ton œuvre, j'ai l'impression, non? Ouais, c'est assez présent. Bah, disons qu'après,
c'est surtout le premier bouquin que j'écris, en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment, là aussi, c'était un nouvel apprentissage, en fait. Quelque chose dont je me sentais vraiment incapable de faire pendant très longtemps. David m'a beaucoup encouragé à le faire. Ça a été aussi vraiment un élément décisif dans tout ce que j'ai appris en travaillant avec lui. Et après, je sais pas, enfin, c'est la solitude, c'est-à-dire que c'est en tout cas un premier bouquin où j'essaye de décrire en fait des questionnements intérieurs parce que c'était déjà en fait assez proche de moi. C'est pas autobiographique vraiment, mais il y a dans ce livre beaucoup de choses qui m'appartiennent en fait. Et c'est la découverte qu'en fait les livres et la bande dessinée, ça peut être un moyen de se poser des questions à soi-même, d'essayer d'y répondre et d'en faire un livre s'il y a quelque chose là à partager, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de faire des livres, enfin, j'ai rien contre, en tout cas, je ne fais pas des livres pour me soigner, mais je me dis, ah là, il y a peut-être quelque chose à partager, du coup, faisons un livre. Quoi, voilà. Ok, très bien. En 2007, tu réitères en ce qui concerne le one-shot en nous livrant un livre que moi je considère comme un chef-d'œuvre tout simplement, le Trois Ombres. Alors je l'ai pas ramené avec moi, mais en tout cas très belle couverture. La régie, je crois que vous avez la couverture si jamais ça peut donner envie aux gens de la lire. Qui raconte l'histoire de Joachim, donc l'ouvrage raconte l'histoire de Joachim qui vit paisiblement à l'écart du monde avec ses parents, mais un soir il ne parvient pas à trouver le sommeil et il remarque des ombres qui semblent attendre sur la colline en face. Ces dernières, donc les ombres, apparaissent sous la forme de trois cavaliers et on comprend vraiment que ce qu'ils veulent c'est Joachim plus ou moins, en tout cas ils veulent l'approcher et on va suivre son père qui va essayer de protéger Joachim de ces ombres. Alors sur cet ouvrage-là, j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes parce que vraiment c'est un ouvrage assez incroyable. T'en gardes quoi toi comme souvenir? T'as mis combien de temps à le faire? Qu'est-ce que tu y as mis? Tout ça, Je regarde beaucoup de souvenirs, c'est-à-dire que bon, d'abord des souvenirs qui sont liés à des choses personnelles, c'est-à-dire que ce livre, je l'ai fait après que des amis aient perdu un enfant très jeune qui avait le même âge à l'époque que mon fils cadet, donc c'était évidemment pour eux dans leur vie un chavirement complet, mais dans les gens qui étaient autour d'eux, proches d'eux, c'était très violent, puissant et ça faisait vivre plein d'émotions. Et donc, bah, d'abord, j'en garde ce premier souvenir-là. Et puis, un autre souvenir assez étrange et qui, même encore aujourd'hui, me perturbe un peu, c'est que, en fait, c'était un moment où, je sais pas, je crois que je faisais de la bande dessinée presque depuis 10 ans à ce moment-là, ou peut-être un tout petit peu moins. Et je me sentais vraiment dans une impasse, enfin, dans une espèce d'épuisement, à plus trop savoir où j'allais, ce que je voulais faire, ce que j'étais capable de faire, et à me dire que peut-être, en fait, voilà, j'étais pas fait pour ce médium. Et en commençant à travailler sur cette histoire, parce que tout ce sujet-là me brassait beaucoup, et surtout ce que ça éveillait en moi de colère, de plein de choses, je me suis dit, bon, je vais quand même faire un dernier livre. Voilà. Et bizarrement, je me suis dit, comme c'est mon dernier livre, je vais essayer de me dégager totalement de la question des lecteurs, du succès, de je sais pas quoi. Je vais essayer de faire vraiment ce que j'ai envie de faire là. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que l'autre truc important, c'est que à ce moment-là, j'ai fait lire ce texte à Lewis Trondheim, qui a été une rencontre importante pour moi parce que Lewis m'a beaucoup encouragé à aller beaucoup plus loin en fait que je n'osais le faire en fait dans ce livre. Il a été très présent, très bienveillant pour moi à ce moment-là, et ce qui fait que c'était la première fois, je crois, j'avais l'impression en fait, à la fois de vraiment acquérir une forme de liberté dans mon travail et puis d'aller au bout d'une idée, vraiment. Et après, j'en garde aussi le souvenir étrange. Dans tout ce contexte-là, alors que j'avais envie d'arrêter, que c'était vraiment une histoire assez dure, tout à coup d'un succès auquel je ne m'attendais pas du tout, et qui était très surprenant, et qui lui aussi après a eu plein d'incidences dans ma vie, à tout point de vue, parce que ça m'a tout à coup donné beaucoup plus de liberté dans le travail. Donc c'est une drôle d'histoire. En fait, c'est un bouquin qui est vachement marquant pour moi, de ce point de vue-là. Donc c'est le livre où tu as l'impression que tu as commencé à être reconnu en tant qu'auteur de bande dessinée un peu... Enfin, où ta carrière a véritablement décollé, si je comprends bien. Tu vois, le fait d'être sélectionné à Angoulême, d'avoir un prix, à l'époque c'était des prix essentiels, donc il y avait le prix du meilleur album, et puis il y avait un prix qui était donné, je crois, à 3 ou 4 livres. Et moi, j'ai vraiment vécu ça comme un encouragement, tu sais, enfin, surtout vraiment dans un moment, mais je pense que plein d'auteurs ou d'autrices peuvent vivre ça, ils ont tous dans son parcours des moments d'abattement ou d'écouragement, et ce genre de reconnaissance,
ça vient de te redonner de la force en fait quand tu en perds un peu ou quand tu as l'impression que tu n'en as plus? Alors juste petit cadeau pour nos amis derrière leurs écrans et un petit peu de teasing pour l'exposition qui arrivera l'année prochaine. J'ai ressorti quelques planches de l'âge d'or et l'âge d'or ça donne de l'âge d'or n'importe quoi de 3 ombres et 3 ombres ça donne ça. Les originaux sont absolument magnifiques avec des noirs qui sont très très intenses. Comme ça, hop. Et voici, bon j'en ai sorti que 4, j'en ai plein d'autres et il y en aura plein d'autres, mais je vais pas tout vous montrer tout de même. Il faut en garder pour l'exposition. En tout cas, moi c'est avec cette œuvre-là que j'ai commencé à suivre ta carrière et vraiment c'est une œuvre qui est vraiment bouleversante que je recommande chaudement à tout le monde. En 2007, sur un ton un peu plus léger, tu sors la série Autobio en 2 tomes qui est pré-publiée dans Fluide Glacial, je crois. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, en fait, c'était un peu étrange parce que en fait, c'est Thierry Tinlot qui, à l'époque, était rédacteur en chef de Fluide Glacial Ouais. et qui m'avait contacté après avoir lu Les Cœurs solitaires et en me demandant si j'avais pas envie ou des idées pour écrire quelque chose d'humoristique, mais sur l'époque, en fait. Ce qui lui avait plu dans Les Cœurs solitaires, c'est que ça lui semblait contemporain. Et alors, j'étais à la fois très content parce que Fluide, c'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup lu, enfin surtout grand adolescent, etc. Et puis c'est là que j'ai découvert des auteurs que j'admire, enfin un peu Boussins par exemple, ou Lodge, que maintenant qui est quand même très loin de Fluide Glacial, mais c'est dans Fluide que je l'ai découvert, enfin voilà. Et en même temps, j'étais très surpris parce que j'avais l'impression d'être quand même très loin de ça. Et du coup, j'ai essayé parce que ça m'amusait et je me suis rendu compte en fait que j'apprenais mille choses. Alors, avec Autobio, c'était l'occasion en fait c'était l'idée, c'était de partir de mon expérience militant parce qu'à l'époque j'étais militant écolo assez actif et tout ça, et d'essayer de décrire, mais par une autodérision, toutes les contradictions qui me traversaient à l'époque, mais je pense qu'ils sont complètement les contradictions de l'époque encore aujourd'hui, c'est-à-dire le, le, la connaissance qu'on a des menaces, des dangers et de ce qu'il faudrait mettre en œuvre et l'incapacité qu'on a à le faire soi-même en fait. Voilà. Et j'essayais de décrire ça, mais à partir vraiment de ce que je vivais, de rien inventer pour essayer de, comme j'en avais marre de voir tous les clichés sur les écolos, sur l'écologie, etc., je me suis dit, mais non, mais en fait, tout ce que je disais me paraissait faux, en fait. Alors que je me disais, on peut vraiment rire de l'écologie et des écologistes, mais en partant de ce qu'ils sont vraiment. Et ça m'intéressait beaucoup plus. Et j'avais l'impression de décrire, enfin, d'essayer de faire un truc qui soit à la fois divertissant et quand même un peu vrai dans ce que ça racontait, quoi. Et puis, il y a ce truc, en plus, juste un dernier mot là-dessus, c'est aussi j'ai découvert aussi la discipline et la complexité de faire des gags en une planche. Alors là, vraiment, c'était Ouais. c'est un boulot de malade mental, en fait. Et j'ai appris mille choses sur l'écriture, sur le rythme, etc., en travaillant sur ces 2 bouquins. Et c'est qui tes maîtres en la matière du gag en une planche, justement? Est-ce que tu as eu des références comme ça, des bouquins où tu allais puiser un peu? Non, pas, enfin, j'allais pas puiser spécialement quand je faisais Autobio, mais après, moi, ma référence, mais c'est une référence hyper classique, pour moi, c'est Gaston, en fait. Mais après, je peux pas dire que j'ai lu non plus des milliers de bandes dessinées qui sont construites comme ça, mais il se trouve que Gaston, c'est le truc dans ce rythme-là qui m'a le plus marqué, en fait, même encore aujourd'hui. Mais après, parce qu'il y a plein de choses là-dedans. Il y a aussi des Saints de Franquin, il y a des tas de trucs, quoi. En gag à une planche, moi aussi, je pense aussi à Midam. Je sais pas si Alors, je connais pas très bien, en fait. Enfin, évidemment, si je connais, mais j'en ai pas lu des masses parce que je crois qu'on doit avoir le même âge à peu près avec Midam. Je crois, enfin, grosso modo, ce qui fait que moi, j'ai plus lu Midam en fait quand je voyais mes gamins lire Midam. En fait. D'accord. Et du coup, en fait, je voyais l'efficacité du truc, etc. Mais ça me touchait moins. Je pense que si j'avais été un jeune lecteur, tu vois, qui avait découvert ça Oui, à bien 10 sûr. ans, je pense que là, ça m'aurait fait hurler de rire, je pense. Comme je voyais mes mômes hurler de rire en lisant ces bouquins, quoi. Ok. Alors, je poursuis un petit peu ton parcours. En 2011, du coup, tu publies le roman graphique Portugal, que j'ai pas là. À chaque fois, je confonds la couverture de Portugal et des équinoxes. C'est assez troublant. Une bande dessinée qui est vraiment là pour le coup saluée unanimement par la critique, même si il y avait déjà eu 3 ombres qui étaient passées par là, qui évoque un auteur de bande dessinée en crise, qui retrouve le sens de la vie en quelque sorte, en se rendant au Portugal, le pays où sa famille est originaire. Du coup, c'est un roman graphique initiatique, enfin une bande dessinée initiatique. Initiatique.
Et disons, biographique? C'est enfin, biographique que je voulais dire au départ, en fait. Je me suis assez complètement trompé de autobiographique, mot. assez autobiographique, mais avec un équilibre assez particulier dans l'histoire. C'est-à-dire que là aussi, en fait, je voulais partir de ce que je connais. En fait, j'ai pas beaucoup d'imagination. En fait, je suis pas un auteur, mais il y a des auteurs et des autrices qui sont très très forts pour ça. Moi, pas tellement. Je suis meilleur, je crois, à utiliser ce que je connais, ce qui m'est familier, mais d'une manière sensible. Et là, c'était parler de ça, de cette expérience à la fois effectivement d'une bonne crise de la quarantaine, un peu précoce et bien sérieuse, et puis de l'expérience que j'avais eue en retournant au Portugal à l'âge adulte, et d'avoir vraiment été extrêmement chamboulé parce que ça me faisait vivre, en fait, de découvrir à quel point je me sentais relié à ce pays que je ne connais pas du tout. Tout ça dans un contexte à l'époque où en plus commençait à émerger, mais avec de plus en plus d'intensité, tout un tas de discours autour de l'identité nationale, de, d'un discours de plus en plus dur autour de l'immigration, etc. Et qui me mettait assez en colère, en fait, et qui me mettait en colère parce qu'en fait, ça résonnait pas du tout de cette manière-là avec mon histoire personnelle. Donc c'était un peu toutes ces envies-là. Ce qui fait qu'après ce bouquin-là, ben, je sais pas trop le qualifier. C'est bon, en tout cas, je pense que c'est une sorte de voyage intérieur d'un personnage. Enfin, c'est un voyage géographique, c'est un personnage qui va quelque part pour découvrir son histoire, mais c'est aussi un voyage intérieur, et puis c'est un voyage à l'intérieur de plusieurs générations. C'est qu'est-ce qui se transmet, ne se transmet pas, comme ça, en l'occurrence de père en fils, en plusieurs générations, et quelles sont les conséquences de ce qui se transmet et ne se transmet pas. Voilà, c'est un peu ça le thème général. Très bien. Alors, petit message aux internautes qui nous suivent sur les internets, comme on dit. N'hésitez pas à poser vos questions. J'ai une oreillette, j'ai une équipe derrière moi, une équipe de choc. Du coup, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à poser à Cyril. Vous pouvez et je retransmets. Alors, je poursuis encore le fil de ta carrière avec les Equinox. Les Equinox, c'est 2012 ou 2013? Je ne sais plus. Je crois, La je ne sais sortie. pas. En Bon. fait, je ne sais Enfin pas. bref, c'est pas très grave. 2015, c'est même pas 2015. Enfin, je crois que c'est ou Ah, c'est plus 2015, récent. D'accord. je crois. Je suis Ok. même pas sûr en fait. Je sais plus. Ok. Bon. C'est pas très grave, vous regarderez à la fin de l'album. Et il faut le lire d'ailleurs, les Equinox. Les Equinox, du coup, c'est une réflexion sur la solitude, je pourrais dire ça, pour le décrire brièvement. T'es d'accord? Oui, oui, à peu près, ouais, c'est à Mhm. peu près ça. Vas-y, mais vas-y, t'allais développer. Alors ouais, j'allais brièvement développer, mais pour te laisser la primeur ensuite, qui entrelace au fil des 4 saisons de 4 personnages dessinés de 4. Oula, je m'embrouille complètement. Les Equinox, en fait, c'est une sorte. Est-ce qu'on peut parler d'un récit choral, vu qu'on suit quand même Oui, plusieurs personnes? oui, Un oui, on dit récit ça. choral où il y a des liens qui se tissent entre les personnages, notamment grâce à une photographe qui prend un peu tout le monde en photo. Et à chaque fois, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, je galère un peu là. Je vais te Non, laisser ça peut-être va, en c'est parler. ça. En fait, Ça me fait peur le, maintenant. on suit comme ça plusieurs personnages et on passe de l'un à l'autre. Et leur point commun, c'est d'être tous traversés par un moment comme ça où ils ont l'impression de traverser quelque chose qui n'est pas partageable. Ils se sentent seuls. Ils ne sont pas forcément seuls, mais ils se sentent seuls. Et le récit essaie de décrire ça, comment ça se met en œuvre pour chacun d'eux, qu'est-ce qu'ils ressentent, etc., d'une manière très intérieure. Et le récit aussi essaie de montrer, alors avec cette idée que ce sentiment de solitude, c'est quelque chose qui est profondément humain, euh, et que l'autre, d'une certaine manière, semble inatteignable, en fait, qu'on on peut pas jamais réellement accéder à l'autre. Et en même temps, l'histoire essaie de montrer que malgré tout, il y a un paradoxe, parce qu'en fait, ces personnages-là sont tous en interaction profonde, en fait. Donc c'est cette espèce de solitude au milieu des autres et en étant avec eux. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Eh ben, tu le racontes beaucoup mieux que moi. On dirait que tu l'as écrit, disons. Justement, sur les équinoxes, hop, pareil que tout à l'heure, ce sera présent dans l'exposition. Et là, on a la figure justement de la photographe qui prend en photo un peu tout le monde, qui est un peu paumé. Et pareil, dans cet album, tu t'es essayé un petit peu. Enfin, tu t'es essayé comme si la bande dessinée, c'était pas de l'écriture. En tout cas, tu t'es essayé à un texte sans dessin ou libéré du dessin, je sais pas comment présenter ça. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter cette histoire de cette manière-là? C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai commencé à travailler sur cet album, le point de départ, c'est que j'avais justement écrit comme ça toute une série de textes, des monologues,
qui étaient vraiment liés à des états intérieurs. Tu sais, ce genre de moment où pendant 10 secondes, tu penses à 1000 choses et puis ça disparaît, mais sauf qu'en fait, ces 1000 choses auxquelles tu as pensé, elles sont très puissantes et elles racontent beaucoup de choses de toi. Et ça, je trouvais que c'était une matière qui m'intéressait beaucoup et je me suis demandé après, en fait, d'où ça sortait tous ces monologues et quel était leur lien entre eux. Mais je me suis surtout rendu compte qu'en fait, je ne savais pas trop, avec le dessin, rendre compte de ça, rendre compte de ces voix intérieures. Et que du coup, j'allais peut-être devoir avoir besoin pour ce livre de passer par différents registres pour pouvoir être à l'extérieur et à l'intérieur d'eux, en fait, à l'intérieur de leurs pensées, de leurs émotions, et ensuite à l'extérieur et de voir comment parfois, en fait, elles ne sont absolument pas perceptibles ou pas partageables. Et c'est là que je me suis dit qu'à un moment donné, je n'ai pas le choix, en fait, il va falloir que j'écrive vraiment. Mais après, c'est un bouquin que j'aime bien, en fait, à cause de ça, parce que ce que j'aime bien, c'est d'avoir l'impression, je ne sais pas si le livre est réussi ou pas réussi, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il a la forme vraiment que je souhaitais. En fait, je ne suis pas certain du tout qu'on s'en rende compte à la lecture, mais il a eu comme ça une espèce d'architecture assez précise, assez rigoureuse, et qu'il construit avec un chapitrage, une manière de passer d'un langage à l'autre, etc., formel. J'étais content d'avoir réussi à articuler tout ça, en fait. Oui, c'est un objet assez hybride. Il a eu quel accueil auprès du public? Tu as eu des retours? En fait, plutôt bon accueil. Enfin, moi, je trouve que c'est un livre qui est difficile. Il a eu beaucoup moins de succès que Portugal, D'accord. beaucoup moins. Mais après, c'est un livre qui a quand même vachement bien marché, quoi. Je sais pas, 35 000 exemplaires ou un truc comme ça. Ce qui pour un livre comme ça, en fait, moi, je pensais même pas qu'on arriverait à faire aussi bien, en fait. Enfin, tu vois que ça toucherait autant de lecteurs parce qu'il est pas simple. Et après, les retours, bon, c'est toujours compliqué, tu sais, les retours sur les groupes, parce que tu reçois en général que les retours positifs, donc ça te dit pas forcément grand chose de ce que vaut ton livre. C'est rare que les gens viennent te voir en te disant pourquoi ils ont détesté ton livre, par exemple. Alors qu'il y a forcément plein de gens qui ont détesté ton livre, au-delà même de ceux qui ne l'ont jamais lu. Donc après, tu prends ça, tu sais, avec... c'est toujours très très plaisant, mais en même temps, ça t'aide pas toujours vraiment à savoir est-ce que tu as réussi ce que tu essayais de faire ou pas, en fait, tout simplement. Quoi. Ok, du coup, je vais ne pas respecter la chronologie vu que je n'avais pas la date de la sortie des Equinox, qui est septembre 2015. Et par contre, j'aurais voulu qu'on parle, enfin que tu nous présentes très rapidement si ça te va, vu que j'ai encore plein de choses à te dire. En 2013, tu es avec Hervé Tancrel, Gwen de Bonneval, Bruno et Fabien Wellman, que du très très beau monde. L'un des 5 fondateurs de la revue bande dessinée numérique Le Professeur Cyclope. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience-là aussi? Ouais, absolument. Alors, il y avait comment c'est né cette histoire? Je crois que ça a vraiment, c'est une conséquence directe, en fait, de deux choses. D'abord de la première expérience de Thomas Caden avec les autres gens, qui est, je pense, une expérience assez fondatrice de bande dessinée numérique et de créer comme ça des nouvelles formes de récits et d'essayer de créer une économie avec ça, avec un autre élément qui était quand même très important. Je pense que c'est un des premiers moments de grande mobilisation des auteurs d'une envie, en tout cas, en fait, d'essayer de nous sortir d'une situation dans laquelle on ne voyait pas trop d'issue par nos propres moyens. Voilà, c'était un peu, il y avait toutes ces envies-là qui se mélangeaient, et donc on a voulu faire une revue, enfin, une revue numérique qui s'est faite en partenariat avec Arte, qui diffusait une grosse partie en fait de ce contenu, puis une autre qui était sur abonnement. Qu'est-ce qu'on peut dire là après? C'est-à-dire que il y avait plein d'expérimentations formelles là-dedans, plein de choses, plein de récits. On a eu plein d'auteurs vraiment passionnants. Je sais pas, Sacha Gerg, Anouk Ricard, enfin, je vais oublier tout le monde, quoi, mais c'était vraiment. Moi, j'ai adoré ce moment-là. Après, ça a été quand même un fiasco économique, on va dire, Ouais. parce on a mis beaucoup de temps en fait avant de comprendre quel était le modèle en fait qui aurait pu permettre de rendre ça pérenne. On l'a compris trop tard. Je pense que le modèle pérenne, ça aurait été vraiment en fait, de fabriquer ce contenu, mais complètement pour un diffuseur, en fait, et de ne pas passer par le mode d'abonnement qui était trop compliqué, en fait, trop laborieux. Et avec ce problème principal qui était qu'en fait, nous, on avait l'impression de faire de la bande dessinée tout public, et je pense que ça l'était. Sauf qu'en fait, pour plein de gens, la bande dessinée numérique, comme ils ne savent pas ce que c'est déjà d'emblée un truc extrêmement pointu. Donc on arrivait à séduire que très peu de gens avec ça. Donc c'était compliqué. Alors, petit bond en avant dans le temps à présent.
avec en 2018 l'âge d'or. Véritable chef-d'œuvre, mais complètement chef-d'œuvre. Il faut absolument que tout le monde le lise. Donc tu signes avec Roxane Moreuil le premier tome de l'âge d'or, première partie d'un conte médiéval. Alors c'est un conte médiéval, mais c'est surtout une bande dessinée qui parle de politique au sens noble, c'est-à-dire de la chose politique, ce qu'est la politique, pour moi en tout cas. Ce fameux âge d'or est un temps où, je cite, où les vallées et montagnes n'étaient entravées d'aucune muraille, où les hommes allaient et venaient librement. Hélas, dès le début du récit, cette période bénie n'est qu'un lointain souvenir, puisque le roi est mort après une longue agonie et sa fille Tilda, qui doit lui succéder au trône et qui entend mener des réformes qui vont être nécessaires pour soulager son peuple, va subir un complot qui va être mené par son jeune frère et va la condamner à l'exil avec 2 de ses compagnons. Après les équinoxes, ton précédent album, tu changes complètement de ton et d'ambiance avec l'âge d'or. Pourquoi un changement aussi radical du coup? C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment lié au sujet. Quand on a commencé à travailler sur cette histoire avec Roxane Moreuil, on était dans un moment, mais je pense qu'il était assez partagé, enfin par plein de gens à l'époque, mais et encore maintenant d'ailleurs, qu'il était devenu presque impossible en fait de parler de nouveau d'utopie politique, en fait d'essayer de dire que le monde tel qu'il est n'est pas ainsi d'une manière naturelle, et donc que le monde tel qu'il est n'a pas vocation à rester ainsi pour toujours. En fait, qu'on peut continuer à espérer que le monde puisse être autrement et qu'on peut même œuvrer pour qu'il le soit. Et ça, dire ça, ça nous paraissait en fait inaudible. On avait l'impression qu'il n'y avait aucun moyen de le dire. Et en commençant à réfléchir là-dessus, on s'est dit, mais peut-être que, en fait, utiliser la fable politique et raconter cette histoire-là en la transposant au Moyen Âge, ça rend ça tout à fait audible. C'est-à-dire qu'on décrit l'histoire de gens qui vivent dans un monde féodal, oppressant, qu'ils subissent complètement. Ils aspirent à autre chose, et le lecteur sait très bien qu'ils ont raison d'aspirer à autre chose, puisque le lecteur sait qu'un jour le monde féodal va s'arrêter. Et ce qui fait que l'espoir de ces hommes qu'on décrit dans ce livre, on a essayé de faire en sorte que comment dire, par projection, en tout cas je perds mes mots, en tout cas que le lecteur puisse se dire, mais en fait nous sommes dans la même situation aujourd'hui. Nous avons l'impression d'un système en fait qui nous opprime, qui nous rend malheureux. On aspire à autre chose, on ne sait pas quoi, mais on a le droit de le faire, et même on a le devoir de le faire et de le mettre en action. Mais donc tout ça est un peu théorique, mais le fait de mettre ça après dans un récit d'aventure, etc., ben, ça permet de le rendre simplement l'idée acceptable, je crois. Après, elle peut être discutée, mais en tout cas de la rendre audible. Et du coup, voilà, la forme s'est imposée à cause de ça, quoi. Ok. Et du coup, tu commences déjà à répondre un petit peu à ma question suivante, mais je vais te la poser quand même. Tu parles d'utopie, et ce qui est frappant, enfin, ce que moi j'ai apprécié dans l'âge d'or, et ce que je trouve assez novateur dans ce sens-là, c'est que la mode en ce moment, elle est quand même vachement à l'univers post-apocalyptique. On essaye de décrire ce qui va se passer après, souvent ça se passe pas très bien. Et pourquoi, toi, t'as préféré opter pour le Moyen-Âge pour parler du présent, du coup? Ben alors, exactement pour cette raison que je viens de décrire, Ouais, effectivement, c'est parce ça. que c'est pouvoir parler de situations passées pour éclairer la situation du présent, c'est-à-dire c'est rappeler. En fait, je pense qu'il y a 2 vertus à ça. C'est d'abord, en fait, rappeler que ce dont nous bénéficions, disons les quelques progrès qui ont pu émerger dans l'humanité ne sont pas le fruit du hasard, en fait, qui sont le fruit de combats perdus aussi. C'est-à-dire qu'il a fallu perdre beaucoup de combats pour en gagner quelques-uns, et que cette histoire-là, en fait, elle est forte, elle est puissante, et que c'est ça qui continue encore aujourd'hui d'animer et animera encore demain les autres combats. On s'inscrit dans une histoire. Et donc c'est pour ça que moi je trouvais que c'est important de parler de ce passé-là, même si c'est sous la forme d'une fable, en fait, c'est quand même de ça dont il s'agit. Et puis parce que effectivement, ça permet, voilà, de rendre visible aujourd'hui ce qui est difficile à rendre palpable, en fait. Et il y a des... Il y a, Aujourd'hui, il y a beaucoup ce discours d'un impossible, en fait. C'est-à-dire, le monde est comme ça, on ne peut rien y faire. Nous sommes victimes d'oppression trop puissante, etc., etc. Moi, j'entends tout ça, mais je ne pense pas qu'un paysan au Moyen Âge avait l'impression d'être moins opprimé et avait la moindre espoir, la moindre bribe d'espoir que son sort puisse changer et que le sort de l'humanité puisse changer.
Alors après, aujourd'hui, il se trouve qu'on est face à d'autres menaces, d'autres enjeux qui sont effectivement là clairement apocalyptiques. Et j'exclus pas un jour de parler de ça, mais c'était pas le sujet de ce livre-là, en fait. Ok. Et du coup, tu parlais de combats qui ont inspiré l'humanité, des combats gagnés ou perdus. Est-ce qu'il y a des combats, toi, qui t'ont inspiré pour l'âge d'or, notamment? Ou qui t'ont inspiré de manière plus générale, des combats que tu trouves exemplaires? Ah bah non, mais il y en a plein. Enfin, c'est-à-dire que tous les combats d'émancipation, je les trouve exemplaires. Et bon, l'histoire en est quand même remplie. Mais voilà, pour être tout à fait franc, je trouve que même là, ce qui se passe en France, par exemple, pour ne parler que de ça, depuis 2 ans, à travers les mouvements sociaux, en ce moment, les mouvements contre les violences policières, les mouvements contre le racisme, les mouvements des Gilets jaunes, moi, tous ces mouvements-là, moi, je les trouve exemplaires parce que ce sont des gens qui combattent face à un mur, en fait. Et je suis très admiratif de ça, en fait, vraiment. Après, bon, pour répondre plus précisément sur l'âge d'or, on est quand même un tout petit peu allé voir, disons, des récits de révolte paysanne. Et en fait, quand on plonge un peu dans cette littérature-là, on se rend compte qu'il y a une multiplicité en fait, de mouvements, de combats, de luttes qui ont été complètement oubliés, Mhm. mais qui forment comme des sédiments comme ça. Euh, Quand on lit le récit par exemple de Thomas Munzer ou des choses comme ça qui racontent comment voilà tout à coup des Landes en Allemagne se soulèvent contre le roi. Alors après c'était à l'époque beaucoup porté par aussi des questions religieuses c'est un sujet qu'on a complètement mis de côté dans le bouquin, mais de toute façon elles sont toujours inspirantes. Moi, le dernier, par exemple, récit qui m'a marqué, que j'ai découvert, mais très tard, en fait, quand j'avais une trentaine d'années, par exemple, c'était le mouvement des LIP dans les années 70. Mhm. En voyant un documentaire, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais c'est là que en fait, je me suis rendu compte, mais j'étais un ignorant total, en fait, de la plupart des combats qui ont eu lieu, pour ne parler que de ceux qui ont eu lieu en France. Et bah, du coup, je pense que c'est le moment que tu nous parles de ce que tu es en train de nous préparer avec Loïc Sécheresse, peut-être. Ah ben alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Loïc et avec d'autres, avec Anaïk Plassard, ça y est, je vais encore oublier du monde, mais il y a à peu près un an de ça. Alors, c'était pas tout au début des mouvements Gilets jaunes, mais c'était après quelques mois, on commençait, bon, d'abord à percevoir l'intensité quand même de la répression policière en fait qui encadrait ce mouvement. On voyait s'accumuler le nombre de blessés, etc., etc. En étant un peu effaré de cette situation et aussi en étant assez effaré de la manière dont les gens qui étaient dans la rue étaient décrits en fait et perçus. Et on s'est dit, non mais là, il y a quelque chose de dissonant. Et on a eu envie de faire un truc assez simple, en fait, c'est-à-dire d'aller dans les manifs, dans les mouvements, de rencontrer les gens, les dessiner, de les faire parler. Et juste, en fait, de recueillir leurs paroles. Mais sans filtre, hein, c'est-à-dire sans savoir à l'avance sur qui on allait tomber. Et on a commencé comme ça à collecter des dessins de manifs. Euh, et ce qui nous a permis d'éprouver d'abord, à titre personnel, en fait, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se jouait, qu'est-ce qui se disait dans ce mouvement, et puis d'essayer d'en rendre compte, et puis de le partager. Et puis après, petit à petit, moi, à ce moment-là, moi, je vivais à Nantes, et puis Loïc ici, donc on a fait comme ça plusieurs manifs ensemble, et puis ensuite, moi j'ai changé de domicile, j'ai déménagé, mais on a continué comme ça, chacun de nos côtés, à collecter des dessins, donc pendant ensuite les manifs pour le mouvement retraite, des manifs contre les violences policières, etc., et à créer comme ça tout un corpus de dessins qui raconte d'une manière absolument subjective, pas du tout exhaustive, un point de vue sur presque une année comme ça de mouvements sociaux à travers le pays. Et l'idée, ça va être de rassembler ça dans un bouquin qui devrait sortir au seuil au début de l'année prochaine. Et qui va. Mais ce qui est très intéressant dans ce bouquin, c'est que parce que du coup, d'abord, on s'est rendu compte à force de collecter des images, etc. En fait, ça partait dans tous les sens parce que ça part dans tous les sens en ce moment. C'est-à-dire qu'on va des mouvements climat à la réforme contre les retraites et on se rend compte que tout ça s'entrecroise. Alors, on essaie de le décrire, mais du peu qu'on peut le décrire là où on est. Et puis aussi, on se rend compte que c'est un livre qui est tout le temps en mouvement. C'est-à-dire que moi, comme Loïc, on ignore ce qui va se passer demain, on ignore ce qui va se passer dans un mois, et donc on ignore d'une certaine manière ce qu'il va y avoir dans ce livre. Et je pense que ce sera intéressant, je ne sais pas ce que vaudra ce bouquin, mais je pense que ce sera intéressant d'abord de le regarder une fois terminé, puis de le regarder dans 1 an, 2 ans, d'avoir comme ça, comme une espèce de petit panorama
d'un moment et de voir où on en est un an plus tard, quoi. Voilà. Et du coup, tu penses que... On a une question sur Internet que j'avais écrite, qui est une question assez difficile à répondre, je pense. C'est, tu penses que l'art peut changer le monde? Alors c'est une grande question en quelque sorte. Quelle responsabilité on pourrait mettre sur les artistes pour passer des messages, par exemple? Enfin, je ne sais pas comment tu pourrais y répondre, mais... Non, mais je sais pas, c'est-à-dire, comment dire, non, non, mais je pense que, disons, l'art, enfin, ça dépend ce qu'on appelle changer le monde déjà. C'est-à-dire que je pense que d'abord, il y a des très très grands artistes, des artistes immenses qui n'ont jamais prétendu avoir la moindre action politique, mais qui ont quand même changé le monde. C'est-à-dire qu'ils ont changé notre regard, ils ont changé notre rapport à l'esthétique, etc. Et donc, ils ont eu un impact immense sur l'humanité, en fait. Je sais pas, c'est-à-dire que je pense pas que Michel-Ange, c'est pas, prenons un exemple vraiment lointain et un peu indiscutable. Il change le monde, il change la manière de le représenter, il change du coup la manière dont on le regarde. Pour autant, je ne crois pas qu'on puisse trouver dans son œuvre des éléments qui soient d'ordre politique. Alors après, je pense qu'il y a effectivement par contre des artistes qui déploient, soit vraiment à l'intérieur de ce qu'ils font ou dans la manière de le faire, c'est quelque chose qui sont c'est de l'ordre du geste politique. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions, c'est-à-dire que ce sont certes des gestes politiques, mais qui ne sont, à mon avis, qui n'ont pas exactement la même portée et la même puissance que l'action politique pure en elle-même. C'est-à-dire que je ne me fais pas d'illusions, c'est-à-dire que aller dessiner des manifestants dans la rue, c'est un geste politique, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que de mener un combat politique. Voilà. Après, je ne peux pas dire beaucoup plus que ça. Et en plus, sachant que je crois que c'est le temps en fait qui vient dire la puissance d'une œuvre, par exemple. Enfin, parfois dans l'instant, elle se déploie d'une manière un peu fulgurante comme ça, mais aussi parfois c'est vraiment dans le temps, dans cette manière dont finalement une œuvre va venir modifier durablement les esprits, la pensée, alors que peut-être dans l'instant elle n'était pas audible. Parce que ça aussi, c'est une des difficultés de l'art, c'est-à-dire que ça vient poser un geste qui est parfois très, très, très transgressif et qui est rejeté comme ça dans l'instant. Donc je pense qu'en tout cas, ça a un impact, ça c'est évident. Toi, il y a des auteurs un peu militants qui t'ont éveillé un peu ta conscience. Enfin, je sais que moi, ça m'est arrivé notamment en bande dessinée avec Étienne Davodo, qui rejoignait un peu ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, quelqu'un qui va aller chercher dans l'histoire des faits marquants, des luttes. Enfin, je pense notamment à Un homme est mort qui m'a véritablement bouleversé et ça a vraiment compté dans ma carrière militante. Et je sais pas si toi, tu as eu ce genre d'ouvrage qui t'ont vraiment marqué. Un homme est mort, je l'ai lu et puis c'est un très très bon exemple de... Alors là, c'est cette manière dont une œuvre, par exemple, peut restituer de la mémoire. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que le bouquin de Chris et Davodo, moi, il raconte une histoire que je ne connaissais pas. Et qui vient amener un élément de plus dans ma connaissance des luttes, des combats, et de m'aider à construire, même si c'est peut-être modeste parce que je ne sais pas trop quelle place ça prend, en tout cas de construire une pensée politique. Après, là spontanément, je ne pense pas forcément à des œuvres de fiction ou à des bandes dessinées comme des éléments qui m'auraient vraiment aidé à construire une pensée politique. Mais non, après, sincèrement, c'est plutôt à la fois dans mon travail militant quand j'étais militant, mais maintenant c'est un peu ancien, dans le travail militant quand j'étais syndicaliste, et puis disons dans ce que j'essayais de lire, comprendre du monde à travers, tu vois, je sais pas, des lectures, des interviews, des bouquins, des essais, des choses comme ça. C'est comme ça que petit à petit j'essaie de me construire une petite boîte à outils intellectuelle politique. Mais après, franchement, je sais aussi que je ne suis pas un intellectuel, c'est-à-dire que moi, je suis un auteur de bande dessinée, donc je sais aussi que mes moyens là-dessus sont limités, mes connaissances théoriques sont assez faibles. J'ai plutôt un rapport à ça plutôt sensible, plus qu'intellectuel, en fait. Je ne suis pas capable de théoriser. Et je suis juste capable, disons, d'essayer de faire le lien entre ce que je pense et ce que je ressens, et d'essayer de le rendre cohérent, quoi. Voilà. Ok, et écoute, merci énormément Cyril, c'était trop chouette. C'était trop bien. J'ai tellement hâte de te voir en vrai, de boire des bières et de continuer à parler tout ça avec toi. Bientôt, j'espère.
Et je vais passer maintenant le micro à Pascal Mériot, l'excellent directeur de l'asso On a marché sur la bulle, qui sera accompagné du président d'On a marché sur la bulle, Thierry Cavalier. Donc du coup, moi je pars. Cyril, je te laisse entre de bonnes mains. Merci énormément et on se voit bientôt du coup. Ah, salut. On va essayer de faire une belle transition. 3, 2, Ouais. 1, viens. Eh ben, nous voilà arrivés donc à la fin de la partie live de ces rendez-vous BD 2020. Alors c'est évidemment un petit peu frustrant parce que d'habitude le festival bat son plein, on est le samedi, il reste encore toute la journée du dimanche, il reste encore tous les week-ends du mois de juin, les journées des scolaires. Donc il y a une certaine évidemment frustration, mais pour autant, ces rendez-vous BD 2020, ces rendez-vous qui s'invitent chez vous, ne sont pas terminés. Pascal, tu peux nous annoncer tout ce qui va continuer, tout ce que les gens vont pouvoir encore voir pendant demain et puis tout le mois de juin. Ouais, je peux. Fais-le. Je peux, même s'il y a ce manque de Alfred Ciné là, qui vibre en nous, mais en tout cas on aura fabriqué des choses différentes, et ces choses différentes elles sont là pour être partagées encore avec vous. Alors demain, dimanche 6 juin, pendant toute la journée, on lance cette fois-ci des contenus qui correspondent à ce que les auteurs ont créé pour nous spécifiquement. On aura aussi bien du dessin live, de l'interview avec Catel, on aura des formats jeunesse créés par l'association également, tout ce qu'on peut retrouver, par exemple la lecture des signes française, adaptation de bande dessinée. Il y aura également des chroniques de bénévoles. Là, on en parlait, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu de façon très très forte, maintenir le lien entre ces artistes qu'on reçoit et leurs livres à aller acheter, mais tu en reparleras. Et puis ça ne va pas s'arrêter sur le dimanche, c'est l'intégralité du mois de juin. Il y a eu tellement de créations que ça va prendre, en tout cas sur les réseaux, tout le mois de juin pour petit à petit découvrir et peaufiner un petit peu la nature de chacune des créations qui ont été réalisées. Et puis, on l'a vu, tout ça fait l'objet d'une revue, et cette revue, elle existe dans la durée également. Elle va exister dans la durée pour les Amis Noirs, parce que là, même si le
chalet se ferme dans quelques instants. La revue va être distribuée dans toutes les boîtes aux lettres d'Amiens Métropole, donc Amiens et toutes les communes qui constituent cette métropole. Et puis elle est entièrement disponible sur les réseaux, entièrement, et même augmentée d'ailleurs, sous forme d'une revue Calaméo. Il suffit de se connecter sur le site et puis d'aller cliquer au bon endroit et puis vous pouvez lire l'intégralité. C'est particulièrement riche et accessible pour la planète entière. Et puis même si vous avez très envie du papier et que vous n'êtes pas d'ici, vous pouvez tout à fait prendre contact avec notre partenaire libraire et mécène Bulle en Stock. Et pour toute commande de bande dessinée, ils offrent la revue donc, qui partira avec votre commande. Donc il y a vraiment toutes les raisons et toutes les façons de rentrer en contact avec cette revue. Et puis évidemment on a, parce qu'on ne s'arrête jamais là, on a marché sur la bulle, il y aura dans la foulée également avec Juillet, tout ce qu'on pourra faire autour de Partir en livre, même si on sera bien plus dématérialisé que d'habitude, mais il y aura des actions aussi qui vont se dérouler. Et puis dès la rentrée, on va commencer à aborder les 800 ans de la cathédrale. Ce projet aussi a été décalé, et puis à aborder également tout ce qu'on avait prévu pour BD 2020. Normalement une dizaine de rencontres à l'échelle des Hauts-de-France avec des scènes conventionnées, des scènes nationales, pour aller non seulement déconfiner mais décloisonner, pour aller faire en sorte que le médium de bande dessinée aille rencontrer les autres esthétiques, les autres formes d'art. Et puis évidemment l'activité, j'ai envie de dire, quasi ordinaire de l'association, c'est-à-dire là pour le coup toutes les actions éducatives. On n'est pas prêt de s'arrêter. Oui, voilà. Et effectivement, je le répète sans cesse parce qu'il faut l'avoir bien à l'esprit qu'en fait, on tient à remercier en fait, les autrices et les auteurs parce que d'habitude, sans eux, déjà, il n'y a pas de BD, il n'y a pas de festival, mais cette année, c'est encore le cas. Ils ont répondu présent et ils ont surtout répondu présent dans un laps de temps très court quand on leur a demandé pour participer à cette édition, on va dire, alternative. Donc, vraiment, un grand merci à eux. Je voudrais aussi effectivement espérer que cette revue qui va arriver chez vous va vous donner envie d'ouvrir des BD, envie de lire, envie d'aller chez vos libraires, dans les bibliothèques, là où vous rencontrerez des gens, des spécialistes, des professionnels qui vont vous conseiller et vous donneront eux aussi envie de lire et de découvrir d'autres choses, puisque effectivement tu parlais des albums, mais la première chose, c'est que quand on invite des auteurs, c'est parce qu'on est tombé amoureux des BD qu'on a lus et qu'on va à la rencontre des auteurs. Donc voilà, c'est ce qu'on espère. Et puis, évidemment, on espère que l'avenir sera plus radieux pour tout le monde et pour les rendez-vous BD. On prépare déjà évidemment cette 25e édition qui sera exceptionnelle à plus d'un titre, puisqu'on avait déjà prévu que c'était un anniversaire de ce quart de siècle, mais bon, maintenant ça sera surtout la retrouvaille avec vous après cette année manquée. Donc là, on aura évidemment une envie, je pense, et j'espère que ce sera pareil chez vous, encore plus forte de se retrouver et de participer. Et sans dévoiler évidemment beaucoup de choses, on peut quand même dire que puisque vous venez d'écouter l'excellent Cyril Pedrosa, il sera l'auteur de l'affiche et il sera à l'honneur dans une expo dans notre 25e édition. Et puisqu'on parle d'affiches et d'expositions, on peut aussi citer Alexandre Cléris, qui était l'auteur de l'affiche de ces rendez-vous BD qui s'invite chez vous, qui lui aussi sera avec Thierry Smolderen à l'honneur dans une exposition pour leur travail. Donc voilà, j'espère vraiment que cette édition 2020 va vous apporter quand même beaucoup de joie, de bonheur, même si elle ne remplacera pas de toute façon effectivement un festival normal. Et surtout, voilà, en attendant vraiment qu'on se retrouve tous en vrai en 2021, entourés de tous ces formidables autrices et auteurs. Je vous souhaite donc bonne lecture et à très bientôt. Cyril, dis-moi, tu nous confirmes, hein, tu es bien là? Je suis là, je suis toujours là. Et tu seras là en juin 2021, mais même tu seras là pour le dévoilement de l'affiche. On avait tout prévu, il y avait des feux d'artifice. L'année prochaine, ouais. Bon. Non, avec grand plaisir, bien sûr. Bon, on prépare ta maison amiénoise alors pour cette année. Je vais m'installer à Amiens, en fait, c'est ça qui va se passer. Enfin des breaking news. Non, mais j'ai hâte, ça va être formidable, on va bien s'amuser. On s'amusera doublement, allez. Ouais. Thierry, le mot de la fin, allez. Oh effectivement, là, le mot de la fin, c'est qu'on est déjà dans une envie. On se sent déjà submergé. Alors, il va falloir être patient. Il va falloir être effectivement encore attendre de nouveau un an. Mais je suis sûr que la fête n'en sera que plus belle quand on se retrouvera à la prochaine édition. Donc, à très bientôt et surtout, bonne lecture en attendant.
Et merci à toutes celles et ceux qui ont rendu possible cet événement hors norme qui s'est donc invité chez vous. Ciao. À bientôt. Bientôt.